Le déficit hypophysaire complet ou partiel nécessite des traitements à vie pour en étudier les causes génétiques et rechercher des approches thérapeutiques innovantes. L'équipe de l'orateur que nous allons écouter a créé le réseau international Génie-Hypophyse. L'intérêt des cellules souches humaines pluripotentes induites pour l'étude du développement hypophysaire, piste potentielle pour des applications diagnostiques et thérapeutiques, c'est l'une des découvertes de ce réseau international. Madame la Présidente, c'est l'un des nouveaux membres étrangers qui revient très rapidement aujourd'hui pour nous parler de ce sujet. Donc je serai très rapide parce qu'il y a un peu moins, presque un mois, on a eu l'occasion de déjà faire connaissance avec vous. Et c'est néanmoins un très très grand plaisir de rappeler les grandes lignes de l'invité du professeur Thierry Bru. Il est professeur d'endocrinologie à l'université d'Aix-Marseille, coordinateur du Centre de référence national et européen pour les maladies hypophysaires rares et directeur de l'Institut pour les maladies rares. Ses activités de recherche sont axées sur la neuroendocrinologie, les pathologies hypophysaires et la recherche expérimentale en tant que chef d'un groupe de recherche à MU-INSERM. Il va nous parler des organoïdes hypothalamo-hypophysaires. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les autres techniciens et chers collègues. Je voulais vous remercier pour l'invitation et à nouveau renouveler le remerciement de l'avoir accueilli dans votre académie. Et donc, je vous aurai des précédentes discussions, puisqu'on a pu introduire un petit peu le sujet, dans la mesure où le rôle effectivement de l'axe corticotrope, de l'axe hypothalamo-hypophysaire, est effectivement très important. Donc, ce schéma, nous l'avons tous appris au cours de nos études, le schéma de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Il faut rappeler que les glucocorticoïdes, donc le cortisol sécrété par les surrénales, c'est une hormone essentielle à la vie. Nos ancêtres Homo sapiens, quand ils devaient attaquer avec des armes rudimentaires un mammouth, ou actuellement l'homme la femme qui doit réagir à une infection, a besoin de mobiliser toute son énergie, toutes ses capacités aussi de contrôle de l'inflammation en sécrétant des glucocorticoïdes. Sécrétion qui est très fortement régulée, bien sûr, comme toutes les hormones, ici par l'ACTH produit par l'hypophyse, elle-même contrôlée par le CRH d'origine hypothalamique. Et c'est une illustration de la neuroendocrinologie qui est l'interface entre les deux systèmes importants pour contrôler l'organisme, que sont le système nerveux et le système hormonal, puisque l'hypothalamus, c'est une structure nerveuse qui contrôle donc une structure endocrine, donc en l'occurrence l'hypophyse. Alors, je vais juste parler d'une pathologie qui concerne cet axe, l'insuffisance corticotrope, donc isolée, donc uniquement le déficit en ACTH et pas les autres hormones, qui se manifeste chez les adultes par la fatigue, une perte de poids, hypotension, hypoglycémie, parfois quand il y a des complications également des troubles digestifs. Chez l'enfant également des hypoglycémies ou une prolongation de l'hyper néonatale. Il y a de nombreuses causes. La plus fréquemment rencontrée en fait par l'ensemble des médecins, c'est l'insuffisance corticotrope post-corticothérapie, donc du fait de l'inertie de l'axe. Mais il y a beaucoup d'autres causes, comme les tumeurs de la région hypothalamo-hypophysaire, ou les traitements de ces lésions, il y a des inflammations. Et nous nous sommes intéressés à une cause qui est beaucoup plus rare, mais qui est intéressante pour la compréhension de la physiopathologie, qui sont des causes congénitales et génétiques. Et donc, jusqu'aux années 2000, il y avait juste un ou deux gènes qui étaient connus pour être mis en cause dans des déficits corticotropes isolés, donc affectant cet axe. C'est donc l'atteinte du gène proprement dit de la POMC, qui est le gène qui code pour le précurseur de la CTH, et également pour un gène
une enzyme qui sert au clivage de cette POMC. Mais il n'y avait pas d'autres anomalies connues. Alors nous avons créé, il y a presque une trentaine d'années maintenant, un réseau international d'études des causes génétiques de déficit hypophysaire, qui s'appelle Génipopit, et qui nous avait permis d'identifier 2 familles dans lesquelles il y avait des déficits corticotropes isolés. Par exemple, cette famille dont vous voyez l'arbre généalogique ici, donc, le premier enfant était décédé à la naissance, peu après la naissance d'une hypovolémie liée en fait à un déficit corticotrope, et donc le frère, né plus tard, avait pu être traité et donc sauvé de son insuffisance corticotrope. Mais la cause de cette anomalie n'était pas connue à ce moment-là. Donc un chercheur de Montréal, Jacques Drouin, a identifié à ce moment-là un facteur de transcription qui agissait sur le promoteur de la POMC, qu'il avait appelé TEPIT. Et il s'est aperçu que ce facteur était exprimé uniquement dans les cellules corticotropes ou mélanotropes de l'hypophyse chez la souris. Et il a fait une invalidation du gène, et il a montré que les homozygotes, les souris homozygotes, dont le gène TEPIT était invalidé, avaient un déficit corticotrope total, donc ne produisaient pas d'ACTH ni corticostérone dans leur surrénal, qui était d'ailleurs très hypoplasique, et on voit ici quasiment l'absence d'expression de l'ACTH, en fait la POMC, dans l'hypophyse de ces souris. Donc bien sûr, nous avons été informés de ceci, et en collaboration avec Jacques Drouin, nous avons pu lui confier ces familles, ces 2 familles dans lesquelles il y avait des déficits corticotropes inexpliqués, et on a pu trouver une anomalie du gène homologue de TEPIT chez la souris, chez ces patients, donc qui avaient en effet des mutations des homozygotes ou double hétérozygotes du gène TEPIT dans ces deux cas. Ce qui donc rendait compte de leur phénotype de déficit corticotrope. Donc nous avons étudié à la suite de ça, dans le cadre de ce réseau Génipopit, un plus grand nombre de familles et de patients porteurs de déficit corticotrope isolés. Et c'est chez les patients avec un début néonatal de ce déficit qu'on a pu observer avec une grande fréquence des mutations de TEPIT, qui étaient responsables dans 25% des familles de décès néonataux à ce moment-là. Donc une maladie grave. Et ça nous a fait plaisir de voir, en fait, une vingtaine d'années plus tard, donc là nous avons publié ça l'année dernière, sur des familles donc, originaires du Maroc, chez lesquelles ont été identifiées des mutations de TEPIT également dans ce contexte de déficit corticotrope. Vous voyez que maintenant il y a un grand nombre de mutations qui ont été décrites sur le gène, peu importe. Mais surtout, ce qui nous a fait plaisir, c'est de voir que actuellement, grâce au diagnostic génétique, en fait, ces diagnostics sont faits plus précocement, et les patients de ces familles ont pu être diagnostiqués plus tôt, traités à temps, et non, il n'y a pas eu de décès à la naissance, et il y a eu des patients qui ont pu être traités avec une qualité de vie normale. Alors, dans le cadre de ce réseau Génipopit, nous avons également pu observer d'autres situations de déficit corticotrope isolées sur le plan endocrinien qui n'avaient pas d'explication génétique. Et c'est en particulier ce qui a attiré notre attention, c'est que nous avons eu une première famille, puis une deuxième, puis une troisième dans le cadre du réseau, dans laquelle il y avait associé au déficit corticotrope un déficit immunitaire. Donc une maladie également rare, ce qu'on appelle le CVID en anglais, déficit immunitaire commun variable. Il y a une hypogammaglobulinémie et bien sûr des infections récidivantes. Il peut y avoir également, du fait des anomalies immunitaires, des anomalies auto-immunes fréquentes chez ces patients, environ 20%. Nous avons appelé ce syndrome, puisque c'était vraiment une association qui n'avait pas encore été décrite, nous l'avons baptisé TAVI, c'est l'acronyme de déficit en hormones antihypophysaires et syndrome d'immunodéficience variable.
Il y a à Marseille une réplique de la statue célèbre de Michel-Ange, et donc c'est un petit clin d'œil pour Marseille aussi. Et c'était donc une association préalablement non connue, mais dont la cause génétique n'était pas identifiée. Donc nous avons réalisé des études d'exome chez les 3 familles, puis une 4e qu'on a eue après. Vous voyez donc ici les arbres généalogiques avec l'association variable du déficit immunitaire et du déficit corticotrope. Et donc nous avons en fait identifié des mutations toujours sur un même gène et surtout toujours sur la même partie de ce gène. C'est un gène qui s'appelle NF-κB2. Pour les immunologistes, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, puisque c'est un gène impliqué dans la réponse immunitaire, un gène important en immunologie. En revanche, en endocrinologie, il n'était pas connu de fonction, notamment sur le secteur corticotrope, pour ce gène. Donc nous nous sommes interrogés sur la physiopathologie et le rôle éventuel de ce gène sur l'axe corticotrope. Donc, alors, ça on l'a publié en 2014, mais malheureusement pour nous, une équipe américaine a publié juste avant nous le gène à partir de cohortes de patients dans des déficits immunitaires. Bon, ce n'est pas très grave, donc ils ont publié avant nous dans une meilleure revue, mais ça confortait donc notre analyse. Et ils ont également donc expliqué que ces mutations qui affectent une zone très particulière du gène et de la molécule donc de NF-κB2 affectent la phosphorylation qui est essentielle pour que le facteur de transcription puisse agir au niveau de ces gènes cibles. Je ne vais pas détailler ça maintenant, mais nous avions, donc c'est pour ça qu'on n'a pas publié tout de suite, nous avons essayé donc de comprendre ce qui se passait. Et on a utilisé un modèle de souris qui s'appelle les souris Lyme, qui ont justement une mutation exactement dans cette partie du gène de NF-κB2. Et de façon étonnante pour nous, on a pu effectivement observer que ces souris avaient des déficits immunitaires, mais elles n'avaient aucun phénotype hormonal, elles n'avaient pas d'insuffisance surrénalienne, les effets surrénales étaient normales, et l'hypophyse était normale avec une expression normale de la CTH, du facteur donc TPIT et également de l'axe corticotrope. Alors, donc pas d'explication et on a voulu creuser ça. Alors depuis cette description, donc il y a une douzaine d'années, il y a une trentaine de patients qui ont été décrits avec ce syndrome rare. Donc il y a 3 sortes de manifestations. Les manifestations immunitaires, donc l'hypogalactoglobulinémie et différentes conséquences immunitaires. Bien sûr des infections répétées, divers types d'infections. Et puis le phénotype hormonal, c'est essentiellement de déficit corticotrope isolé. Et il y a quelques relativement rares patients qui ont un déficit partiel en hormones de croissance ou en hormones thyrotrope TSH. Mais donc la plupart ont un déficit corticotrope isolé. Ce qui laisse penser que c'est un petit peu étonnant d'imaginer que ces patients pourraient avoir une hypophysite auto-immune qui n'entraînerait qu'un déficit d'une seule hormone hypophysaire et pas les autres. Donc ce qui nous a conforté dans l'idée que peut-être NF-κB2 pourrait avoir un rôle dans la différenciation corticotrope, ou peut-être d'autres liés également. Et que le modèle lurin n'était pas représentatif, qu'il pouvait y avoir des différences entre l'espèce humaine et la souris en l'occurrence. Donc nous avons cherché un modèle pour étudier ce développement hypophysaire chez l'homme. Jusqu'ici, les connaissances étaient surtout sur le développement hypophysaire chez la souris, où on connaît beaucoup de facteurs de transcription qui sont importants aux différents stades du développement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce développement hypophysaire, il nécessite la présence conjointe et en continu de l'hypothalamus et de l'hypophyse pour arriver à la différenciation des 5 lignées qui sont présentes chez les adultes, chez les sujets adultes. Et donc, comment reproduire le développement hypophysaire dans un contexte spécifique de l'humain? C'est ce qui a été apporté en fait par des équipes japonaises qui ont décrit
donc dans les années 2010, et donc était un modèle d'organoïdes d'hypophyse humaine développé à partir ici de cellules embryonnaires humaines, cellules souches embryonnaires humaines, qui, pour résumer rapidement le travail, vous voyez ici, expriment des marqueurs typiquement d'hypophyse, de facteurs de transcription, ou ici, donc les marqueurs d'hormones, de différenciation terminale, comme la CTH, en l'occurrence, avec présence de granules sécrétoires. Et puis, sur le plan fonctionnel, ces organoïdes, donc différenciés à partir de cellules souches, étaient capables de répondre au stimulus physiologique, donc le CRH, alors qu'ils ne répondaient pas aux autres hormones hypothalamiques. Et quand on stimulait par CRH et qu'on essayait de freiner par les glucocorticoïdes, c'est un autre élément clé de la régulation corticotrope, eh bien, on freinait également. Donc c'était des cellules corticotropes fonctionnelles qui étaient obtenues à partir de ces cellules souches. Et donc, avec Teddy Fauquier dans le laboratoire, nous avons développé cette technique et adapté, puisqu'en fait, nous ne le faisons pas à partir de cellules souches embryonnaires, mais à partir de ce qu'on appelle les cellules induites pluripotentes, qui sont donc des cellules reprogrammées à partir de cellules normales, de cellules lymphocytes ou de cellules de peau, par exemple. Et donc, avec un protocole de différenciation que je ne vais pas vous détailler, on arrive à partir de ces cellules souches, donc pluripotentes, à obtenir des cellules différenciées à partir donc, de 45 jours environ, et la différenciation s'échelonne sur environ 3 mois. Ici, je vous montre simplement la succession des phases d'expression. Au départ, on a des marqueurs de pluripotence, comme SOX2, vous voyez, et en fait, ici, on a des marqueurs de développement hypothalamique, des marqueurs typiques de l'hypothalamus qui se trouvent au centre des organoïdes. Et en fait, en périphérie de l'organoïde, il y a le tissu hypophysaire. Donc, au centre du hypothalamus, autour de l'hypophyse. Donc ici, ce sont des marqueurs précoces de développement hypophysaire et en immunomarquage sur nos organoïdes. Vous avez ici, bon, peu importe les noms des facteurs, mais vous avez des facteurs typiquement hypophysaires qui se trouvent exprimés dans la partie périphérique de l'organoïde. Donc les deux tissus sont bien en contiguïté, peuvent échanger des messages moléculaires et donc reproduisent en quelque sorte donc le développement hypophysaire, puisqu'on voit apparaître les facteurs de différenciation ici TPIT, donc qui s'appelle maintenant dans la nomenclature actuelle TDX19, ou PIT1, donc le gène pour la F1, et donc les hormones terminales qui sont exprimées comme ici, comme C pour la CTH et l'hormone de croissance GH. Donc c'est des organoïdes qui expriment les différentes phases du développement hypophysaire, donc qui reproduisent in vitro le développement hypophysaire, avec donc ici, vous voyez l'expression d'ACTH et de TPIT-TD19 de manière conjointe, ou ici l'hormone de croissance. Alors, à partir de ce modèle donc, humain, nous avons donc cherché à modéliser la pathologie dont je vous parlais à l'instant, donc ce syndrome David avec ce déficit corticotrope inexpliqué touchant l'FKB2. Pour ça, nous avons donc utilisé donc, des cellules souches pluripotentes que nous avons différenciées, donc, comme je vous ai montré, en cellules hypophysaires, donc en organoïdes, donc sauvages, et nous avons par l'édition du génome par la technique de CRISPR-Cas9 transformer les cellules également pour introduire des mutations, soit du gène TPIT, soit du gène NF-κB2, afin de modéliser les déficits corticotropes dont je vous parlais, pour essayer de voir ce qui se passe dans le développement hypophysaire de ces organoïdes, donc artificiels, reproduisant le déficit corticotrope. Alors nous avons commencé par TDX19, donc TPIT, parce que c'était pour nous une preuve de concept d'étudier un gène qui était bien connu, dont le rôle est démontré à l'origine de déficit corticotrope isolé. Nous avons utilisé une mutation qui était présente chez les patients, qui est responsable d'une absence de liaison
du facteur de transcription à l'ADN, donc on sait que le facteur de transcription ne peut pas agir. Et donc, avec l'introduction de cette mutation TEPIT, donc délétère, nous avons comparé des organoïdes sauvages à des organoïdes comportant la mutation, et vous pouvez voir qu'il y a un effondrement de l'expression de l'ACTH dans les organoïdes ayant la mutation de TEPIT et TDX19 TEPIT, très faible expression de TDX19. Vous voyez ici cette expression de POMC qui est effondrée dans les organoïdes ayant la mutation par rapport à des organoïdes sauvages. Donc, confirmation que ce modèle permet bien de reproduire en fait le défaut de développement qui est induit par des mutations délétères sur ce gène TEPIT. Et donc, ça nous a permis d'utiliser maintenant la même technique pour explorer le rôle de NF-κB2 dans le développement corticotrope. Et c'est ce qui est résumé sur cette image d'immunohistochimie. Vous avez à gauche l'image sauvage, normale, et à droite des organoïdes on avait introduit de manière homozygote la mutation dans des patients ayant le syndrome de David. Et vous voyez que par rapport aux organoïdes sauvages, on a donc une expression de TDX19 qui est maintenue, mais un effondrement de l'expression d'ACTH dans ces organoïdes, qui a donc été quantifié grâce à une technique, je ne vais pas détailler, mais qui s'appelle la technique de fluorescence sur faisceau de lumière. Et donc on a comme ça une vision en 3 dimensions des organoïdes qui nous permet de quantifier, parce que sinon si vous coupez un endroit, on peut toujours vous dire que vous avez coupé par hasard dans un endroit qui n'était pas représentatif. Là, si on voit tout l'organoïde, on peut être confiant qu'on a vraiment exploré tout l'organoïde. Et on avait bien un effondrement de l'expression de NF-κB2, de l'expression, du nombre de cellules corticotropes dans les organoïdes ayant la mutation de NF-κB2, donc démontrant que, effectivement, ce gène est un peu important pour la différenciation corticotrope dans l'espèce humaine. Et là, c'est juste pour vous montrer un résultat d'analyse d'expression des ARN, ce qu'on appelle un graphique en volcanoplot, où tout ce qui est à gauche ou à droite des lignes verticales est significativement différemment exprimé dans l'organoïde. Et vous voyez qu'à gauche, c'est ce qui est sous-exprimé, à droite, c'est surexprimé. Il y a un facteur comme HES6.5 qui est un facteur inhibiteur qui est surexprimé, et pas mal d'autres gènes comme PIT1, que je vous ai cité tout à l'heure, ou d'autres, peu importe leur nom, qui sont des facteurs de transcription vraiment hypophysaires, bien connus et importants, sont sous-exprimés dans ces organoïdes ayant la mutation de NF-κB2, donc ce qui nous permet d'analyser plus finement les conséquences de cette anomalie sur toute la cascade du développement. Voilà, donc ce que je voulais illustrer par cet exemple dans le déficit corticotrope, c'est le fait qu'on a pu introduire dans un modèle in vitro d'une maladie, donc un déficit corticotrope congénital en l'occurrence, en utilisant ce modèle des organoïdes différenciés à partir de cellules souches pluripotentes et modifiés par édition du génome avec CRISPR-Cas9, on a pu introduire des mutations, donc d'abord bien connues de TDX19 qui confirmaient qu'on arrivait à démontrer que ça permettait de bloquer le développement corticotrope, et ensuite de reproduire un petit peu le même genre de phénomène avec un gène dont le rôle n'était pas connu jusqu'alors, et donc de démontrer son rôle dans le développement corticotrope. Donc les perspectives de ce type d'études et des organoïdes hypothalamo-hypophysaires en général, c'est de permettre d'analyser les conséquences d'une mutation donnée ou d'analyser le rôle d'un gène en particulier,
On peut le faire avec différents outils, et comme je vous ai montré par exemple avec l'expression des ARN, donc la technique des RNA secs, soit globale, soit dans des cellules uniques, ce qu'on appelle le single cell RNA sec, qui est également une technique très puissante pour analyser de façon très précise ce qui se passe dans une cellule ou un noyau. Et on peut comme ça donc utiliser cette technique pour analyser différents types de maladies de l'hypophyse touchant les secteurs autres que le secteur corticotrope, par exemple le secteur somatotrope. On peut également envisager d'étudier le rôle des gènes qui sont oncogéniques, c'est-à-dire qui vont entraîner par exemple des tumeurs hypophysaires, qui est également une pathologie fréquente de l'axe de l'hypophyse. Voilà, et donc c'est un modèle qui va nous servir pour l'étude de maladies. Je ne le dis pas encore de façon vraiment explicite, parce que c'est certainement du futur plus lointain, mais on peut imaginer que ces organismes soient également, dans le futur, utilisés à titre thérapeutique, en étant réinjectés chez l'homme qui aurait des déficits hypophysaires, comme ça peut être fait chez la souris, où on peut introduire des organoïdes et ils restent fonctionnels pour sécréter par exemple de la CDH. Voilà, donc c'est un travail d'équipe. Bien sûr, il y a beaucoup de participants dans ce type de travail. Et donc je voulais surtout remercier les personnes qui ont été impliquées dans ce projet sur l'étude des déficits corticotropes comme Teddy Fauquier ou Titon Mack. Je vous remercie de votre attention. Des questions à ça? Merci pour cette belle conférence. Je fais encore un lien avec la dermatologie. Vous avez montré une expression différenciée des gènes avec la MSH et la différenciation des MSH, mais vous n'avez pas du tout cité les endorphines qui sont quand même issues aussi du clivage POMC. Tout à fait. Alors effectivement, la POMC, donc pro-opiomélanogortine, c'est un précurseur de plusieurs hormones et de plusieurs produits de sécrétion, donc effectivement les endorphines et les hormones mélanotropes, qui ont un rôle essentiel en effet au niveau de la peau. Il y a donc des convertases qui sont exprimées différemment selon les tissus et donc qui vont faire que ce seront tel ou tel produit de clivage qui vont être exprimés dans tel ou tel tissu, par exemple dans l'hypothalamus ou dans la peau ou dans l'hypophyse. Voilà. Aussi, donc, l'hormone mélanotrope elle est importante chez la souris qui a donc des cellules mélanotropes dans l'hypophyse, alors que dans l'espèce humaine, il n'y a quasiment pas de cellules mélanotropes dans l'hypophyse. Donc il y a une grosse différence à ce niveau-là, homme-souris si vous voulez. Donc ce qui fait que ça n'est pas si étonnant que ça qu'il y ait une différence aussi observée là, dans le modèle de cette pathologie. Donc pas d'expression d'endorphine. Donc mais alors, concernant les endorphines, non, pas d'expression d'endorphines dans l'hypophyse. Dommage. Ouais, c'est vrai. Élie Kogan. Merci pour cet exposé assez impressionnant. Au début de votre exposé, vous avez signalé que l'insuffisance surrénale secondaire était effectivement la cause la plus fréquente. Effectivement, on s'intéresse à cette situation chez des malades traités par glucocorticoïdes dans des situations de maladies inflammatoires. Ça représente environ 15 à 20%. La plupart finissent par récupérer. Certains ne récupèrent pas. Est-ce qu'il y a des raisons de penser qu'il y aurait des facteurs d'encodage prédictifs au niveau des NF-κP2 qui permettraient d'identifier ces patients qui finalement ne récupèrent jamais de leur insuffisance surrénale secondaire? Voilà, c'est justement l'un des exemples, il n'y a pas de réponse encore à cette question précise, mais c'est l'une des pistes de recherche. C'est l'intérêt d'avoir identifié s'il y a un
essayer de creuser certaines questions non résolues. Il y en a beaucoup dans ce domaine. Par exemple, effectivement, le fait que certains patients vont garder un freinage permanent après avoir été traités par le glucocorticoïde exogène et d'autres non. Voilà, indépendamment à dose égale, etc. Et durée de traitement égale. Donc il peut y avoir aussi le rôle de facteurs liés à la sensibilité aux glucocorticoïdes. Il y a pas mal un nombre de gènes qui sont commencés à être connus, qui influencent la sensibilité aux glucocorticoïdes. Donc c'est peut-être pour ça, plutôt dans cette voie que je chercherais d'abord, mais voilà, on doit explorer beaucoup plus avant le rôle de NF-κB2, et pour ça on va s'aider justement de l'expression dans des cellules isolées, donc le silexel RNA7, qui va nous permettre de dire quelles sont les voies altérées quand il y a une altération de NF-κB2. Jean-Pierre Briand. Oui, merci M. Prévost, magnifique exposé. Je me demandais, vous avez mentionné qu'il y avait des marqueurs hypodynamiques dans l'organoïde. Est-ce que vous avez observé d'autres types cellulaires, comme l'étanicite, par exemple, qui pourraient jouer un rôle important dans la communication hypothalamo-hypophysaire, pour étendre un petit peu, je dirais, l'intérêt du moteur? Voilà, alors oui, j'ai juste montré quelques exemples d'expression de marqueurs hypothalamiques, il y en a d'autres. Alors, tétanicite précisément, c'est difficile à affirmer, parce que ce sont des cellules qui ont été décrites, effectivement. Il ne faut quand même pas perdre de vue que ce sont que des organoïdes. L'oïde est important, c'est-à-dire que ça ressemble à des organes et que ça ne prétend pas être des reproductions de l'organe, qui soient en développement ou ensuite au stade plus mature, même si on a expression des marqueurs de différenciation terminale. Et par exemple, ce ne sont pas des organes parce qu'on n'a pas tout ce qui est système immunitaire, tout ce qui est aussi système vasculaire. Donc, ce type de cellule, comme l'étanicite, voilà, ça peut faire partie du micro-environnement dans une hypophyse normale, mais ça ne va pas être nécessairement le micro-environnement dans cet organoïde, qui reste quand même une structure artificielle. D'autres questions? Marie Moser. Je voudrais savoir ce que vous voulez dire par immunodéficience variable. Vous parlez de certains aspects de la réponse immunitaire ou selon les patients? Alors, pour ça, c'est plus votre domaine. Je ne voudrais pas m'aventurer trop dans l'immunologie que je ne connais pas bien, mais c'est le terme employé dans la littérature internationale de CVID. Oui, il y a une expression variable de gravité variable dans la sévérité des infections, la sévérité de la profondeur du déficit immunitaire, puisqu'on a des patients il y a eu des décès, quelques décès, mais globalement, ce sont quand même des formes de déficit immunitaire plutôt moins graves que d'autres. Merci pour ce formidable exposé. J'aurais une question, peut-être naïve, mais à propos de l'utilisation thérapeutique de ces organoïdes, parce que c'est vrai qu'on espère au futur, évidemment, que ces structures vont nous aider à traiter des patients. Alors, bien sûr, il y a des aspects de rejet potentiel aussi de tissus qui seraient éventuellement pas des homogreffes, mais j'imagine qu'ici c'est plutôt d'utiliser les cellules souches du patient lui-même. Alors, il y avait deux questions. D'une part, quand on a un déficit total, c'est peut-être utile de reprogrammer les cellules souches, et alors on pourrait avoir un effet positif de ces cellules dont vous nous avez montré qu'elles étaient dynamiquement actives extraordinairement à tous les récepteurs, en quelque sorte, qu'on s'attend à voir jouer.
Mais quand on a affaire à des patients qui ont des déficits, il faudrait utiliser alors, j'imagine, CRISPR-Cas9 et faire un petit peu comme on le fait dans la drépanocytose, des modifications où on enlève un gène, on remet le bon gène pour que les gens ne rejettent pas leurs organoïdes, entre guillemets, ou leurs cellules souches. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans le futur de tels processus chez les patients malades avec un déficit génétique? Alors, la réponse courte, c'est oui, on pourrait imaginer. Maintenant, la durée de ce futur, le délai de ce futur est certainement très incertain. Parce que, donc, si vous voulez, il y a déjà une preuve de concept chez l'animal, puisque quand on réinjecte des organoïdes, donc de cellules corticotropes à des souris qui ont été hypophysectomisées, 100% des souris hypophysectomisées meurent d'insuffisance surrénalienne, si vous voulez, alors qu'on arrive à sauver au moins 90% des cellules qui ont été injectées avec des organoïdes, et ces organoïdes restent fonctionnels, ils peuvent être retrouvés sous la peau, enfin en fait dans les capsules surrénales, et ils restent fonctionnels au moins 3 mois après la greffe. Voilà. Donc ça, c'est déjà une preuve de concept. Mais, et ils répondent à des stimuli physiologiques. Mais c'est quand même pas suffisant parce que la régulation elle est quand même très complexe. Et en fait, dans une hypophyse normale, donc l'hypophyse reçoit les influx de régulation de l'hypothalamus par le système porte hypothalamo-hypophysaire, donc avec des quantités infimes de peptides hypothalamiques qui atteignent les cellules hypophysaires. Et c'est compliqué dans la salle des spécialistes, mais c'est compliqué d'imaginer de réimplanter une hypophyse ou des organoïdes au niveau de l'hypophyse de la cellule toxique. Et si on le fait dans un autre lieu, ça va être aussi compliqué d'avoir les régulations hypothalamiques normales. Voilà. Donc il y a cette problématique de la régulation qui n'est pas du tout résolue. Il y a des solutions imaginables, mais voilà, c'est compliqué. Et ensuite, la question du rejet. Oui, en effet, on peut tout à fait prélever chez un patient ses propres cellules et les reprogrammer en cellules souches pluripotentes, et ensuite, donc transformer par CRISPR-Cas9, rectifier entre guillemets la mutation en la retransformant en une forme normale, et à ce moment-là, on obtient des organoïdes qui sont normaux et qui correspondent exactement au patrimoine génétique de cet individu. Ça a été fait, comme vous l'avez dit, dans d'autres pathologies. Et on peut tout à fait imaginer, dans ce cas-là, de réimplanter donc, ces organoïdes de patients. En théorie, il y aurait, si ces organoïdes sont fonctionnels et régulables, etc., il y aurait une possibilité d'être traité sans avoir besoin de prendre un traitement immunosuppresseur. Voilà. Donc ça, c'est effectivement une perspective thérapeutique, encore une fois, à long terme, parce qu'il y a pas mal d'obstacles encore à surmonter pour arriver à ça. Mais nous avons une question sur le net. Oui, la professeure Myriam Knop. Professeur Bru, c'était vraiment très, très intéressant. J'avais une question sur les corrélations génotype-phénotype. Vous avez parlé de cette mutation dans NF-κB2 qui, vous avez montré une mutation qui est responsable de variable immunodeficiency et le déficit corticotrope. Mais est-ce qu'il y a des études sur l'impact des mutations sur l'impact de la protéine P100, qui est la protéine encodée par NF-κB2, et la présence, oui ou non, de déficit corticotrope? Oui, alors, en effet, je n'ai pas eu le temps de le détailler, mais ces mutations, elles sont dans ce monde David, elles touchent toujours la partie C terminale, et en fait, plus précisément, ça touche toujours les codons qui
qui sont importants pour des phosphorylations, pour deux sites de phosphorylation qui vont eux-mêmes être importants pour un phénomène d'ubiquitination. Et donc en fait, tout ça pour transformer cette protéine P100 dont vous parlez, qui est FKB2, disons natif, en la protéine P52 qui est un clivage du P100, justement grâce à ces phosphorylations, à cette ubiquitination. Et ce P52 devient un facteur de transcription qui passe dans le noyau donc, et qui va pouvoir réguler ces gènes cibles. Voilà. Donc effectivement, il y a des études mécanistiques qui ont été faites qui montrent que c'est par ce biais-là que les mutations sont responsables de la maladie. Félicitations Thierry pour ce magnifique travail et pour cet exposé très clair comme d'habitude et tout à fait didactique. On a une passion commune entre Liège et Marseille, c'est l'étude du gène AIP. Est-ce que vous avez déjà pu étudier les mutations du gène AIP dans le système des organismes? Alors c'est dans notre projet de recherche. Comme je l'ai évoqué, on peut évidemment utiliser ces modèles pour étudier les déficits, mais aussi pour étudier des gènes responsables de tumeurs. Voilà, comme AIP, on ne connaît pas encore bien effectivement son mécanisme d'action, ça pourrait être un modèle d'étude. Et est-ce que tu peux hyper exprimer facilement un gène, comme par exemple GPR101, le gène des géants? Est-ce que tu peux faire une étude qui permet d'appréhender encore mieux les mécanismes de développement? Alors voilà, là pour l'instant, ça paraît plus difficile en état actuel. Autant pour AIP, on pourra, puisque ce sont des mutations, on pourra faire la même chose que ce qu'on a fait pour le gène ici, les gènes dont j'ai parlé. Pour une surexpression, ça risque d'être plus compliqué. Enfin, il faudra faire appel à d'autres techniques qui sont, à ma connaissance, pas encore validées dans les organoïdes. Donc, désolé, mais pour la physiopathologie des géants par X-Lab, je ne sais pas si on pourra répondre rapidement. Merci. Merci beaucoup, c'est absolument fascinant. Je vois la puissance comme modèle d'étude et j'entends aussi comme c'est prometteur pour des applications thérapeutiques. Vous avez aussi parlé spécifiquement de l'une ou l'autre application thérapeutique par délocalisation des organoïdes par rapport aux organes. Alors, en modélisation, vous étudiez, vous avez accès à la signalisation, mais pas à d'autres facteurs d'environnement locaux. Est-ce que vous voyez à quoi on devrait faire attention si on délocalise comme ça une fonction d'un organe? Oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut être très prudent dans les perspectives thérapeutiques, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire « Ah oui, c'est très simple, on va reprogrammer les organoïdes, les injecter quelque part, et puis voilà, le hypophyse va être remplacé. » Voilà, c'est pas du tout ce qu'on peut dire actuellement. Alors, effectivement, le rôle du micro-environnement peut être très important, mais ce qui va être surtout important, je pense, comme premier obstacle, c'est d'arriver à obtenir une régulation par les peptides hypothalamiques, parce que ce n'est pas les peptides hypothalamiques qui ne sont pas sécrétés de manière endocrine classique, qui ne circulent pas dans la circulation générale, ils sont libérés vraiment de façon très précise dans le système porte. Voilà. Donc on a envisagé, nous, mais c'est vraiment quelque chose de très préliminaire, juste pour vous donner une idée d'une des pistes qui pourrait être suivie, de mettre à profit ce qu'on appelle l'optogénétique. L'optogénétique, on peut essayer, ça a été fait par d'autres dans d'autres modèles, de faire des récepteurs hybrides. Donc on change la partie extracellulaire du récepteur pour mettre un récepteur qui est sensible à la lumière, comme le récepteur de la rhodopsine qui est dans l'ivermectine. Et on garde la partie intracellulaire qui est spécifique de l'action du récepteur. Voilà. Donc on fabrique des récepteurs hybrides, comme ça. On peut imaginer un récepteur, par exemple, hybride
du récepteur du GHRH, donc l'hormone hypothalamique ici, l'hormone de croissance. Et à ce moment-là, si la partie extracellulaire est sensible à la lumière, on pourrait, avec des signaux lumineux, donc avec des petites microfibres optiques, activer ce récepteur à la lumière de manière pulsatile ou donc à la demande en fonction des besoins physiologiques. Voilà. C'est une piste de recherche, voilà, mais c'est juste pour illustrer le fait que ça va être quand même très compliqué d'arriver à trouver des mécanismes de régulation efficaces in vivo chez l'homme. Et pensez-vous que l'heuristique, notamment du matériel génétique, des cellules, est aussi un élément à prendre en compte? Leur histoire, vous avez parlé de développement. Oui, alors pour nous, pour l'instant, si vous voulez, bien sûr qu'on a ces perspectives thérapeutiques en tête, mais pour nous, ce qui nous semble déjà très important à explorer, je dirais à exploiter, c'est toutes les possibilités de ces organoïdes pour nous apprendre en fait beaucoup plus sur le développement hypophysaire normal, parce que vous pouvez avoir des informations chez la souris sur le développement hypophysaire, mais pour l'instant, on n'en a pratiquement pas chez l'homme. Enfin, on a quelques analyses de produits d'IVG, etc., mais il y a très peu de données chez l'homme. Donc là, c'est quand même un moyen d'avoir énormément d'informations sur tout le développement hypophysaire, même s'il n'est pas strictement, comme je disais, normal, entre guillemets, c'est quand même artificiel. Je pense que ça donne un bon reflet des séquences, de ce qui se passe en embryologie. Et donc oui, sur l'historique du développement, c'est un moyen d'étude très important.